Le chapitre 1156 s'ouvre sur une vision du passé, lentement dévoilée à travers les brumes du temps. À l'époque glorieuse des pirates Kuja, leur nom n'était pas seulement craint, mais aussi vénéré. Ils étaient le symbole de la puissance et de la beauté. Sous la direction de Gloriosa, une capitaine sage et respectée, les Kuja incarnaient l'honneur. Mais dans son ombre, une autre figure brillait encore plus fort, Sakuyaku, deuxième dans la hiérarchie, mais première dans le cœur de beaucoup. Sa beauté résonnait aux quatre coins du monde, faisant d'elle une idole irremplaçable. Le destin les fit croiser la route des pirates de Roger au milieu de l'océan. Ce qui semblait être une simple rencontre se transforma rapidement en un drame complexe. L'équipage de Roger, ces pirates aguerris ayant conquis Grand Line, tombèrent un à un sous le charme de Sakuyaku, fascinés, envoûtés, incapables de se concentrer sur le combat. Gloriosa, impuissante, ne pouvait qu'observer en silence. Depuis longtemps, elle portait en elle un amour profond pour Roger, un amour silencieux devenu obsession. Mais le monde est souvent cruel envers ceux qui aiment en secret. Roger, ignorant les blessures du cœur de Gloriosa, se laissa séduire par Sakuyaku. Ironie du sort, Sakuyaku n'éprouvait aucun intérêt pour Roger. Un seul nom habitait son cœur, Rayleigh. L'homme toujours présent aux côtés de son capitaine, au regard calme et profond. C'est à lui que Sakuyaku offrit son cœur, discrètement sans jamais rien dire. Mais cette romance fut de courte durée. La mer paisible devint tempête lorsque les navires de la marine apparurent à l'horizon. Garp se tenait fièrement à la proue, fendant les vagues par sa seule présence. Les pirates Kuja se replièrent, conscients que l'affrontement serait vain. Mais Roger, lui, ne recula pas. Il resta debout, prêt à affronter l'adversaire. Au milieu des vagues déchaînées, deux légendes se rencontrèrent. Gold et Roger et Monkey des Garp, deux titans qu'aucun mot ne saurait définir. Leur acquis des rois s'entrechoqua, provoquant une onde de choc qui secoua l'air et l'océan. L'épée de Roger fendit l'air, accueillie par le poing de Garp, porteur d'une force capable de pulvériser un cuirassé. Le fracas de leur choc résonna comme le glas d'une guerre imminente. Des étincelles d'amour et de colère, l'histoire glisse lentement vers une époque plus sombre, vers des ombres depuis longtemps enfouies, l'ère de Rox. Désormais, un secret se dévoile. Le prince Loki, jeune figure d'Elbaf, cache une ambition inattendue. Il souhaite suivre la voie des ténèbres en rejoignant les derniers vestiges de l'équipage des Rox. Son but, Xebec. Un lieu oublié, où l'héritage terrifiant de Rox d'Izibek pourrait encore respirer en silence, attendant le moment de renaître. Mais les échos du passé n'ont pas encore fini de parler, et le monde, une fois de plus, doit se préparer à affronter une tempête imminente. Sur l'île obscure d'Ashinozu, repère des pirates les plus cruels de l'histoire, une rencontre légendaire a lieu. Dans une salle plongée dans l'obscurité, saturée d'une aura oppressante, Rox D. Xebec se dresse, le regard incandescent de soif de pouvoir. Autour de lui, des monstres du monde entier, Big Mom, Kaido, Shiki, Barbe Blanche et d'autres dirigeants du chaos prêts à embraser la planète. Face à eux, Rox prononce une déclaration qui fait trembler la pièce tout entière. Elbaf est la clé pour anéantir Marie-Joie, la terre sainte des dragons, célestes arrogants. Ces mots résonnent comme le glas de l'Apocalypse. Le but ultime de renverser le gouvernement mondial vient d'être proclamé, et toutes ces forces terrifiantes s'unissent sous une même vision. Mais ce plan nécessite bien plus qu'une force militaire. Rox a besoin de deux choses bien plus rares et redoutables, deux fruits du démon légendaire. Des fruits maudits capables de faire basculer le cours de l'histoire. L'un d'eux se trouvait à Elbaf. Ou plutôt, s'y trouvait autrefois. Aujourd'hui, il a disparu, volé d'un coffre ancien, et tous les indices pointent vers un seul nom, Loki, le fruit du démon que le prince géant aurait consommé. Si Rox vise réellement à détruire Marie-Joie, ce fruit ne peut être qu'une force d'une puissance incommensurable, un fruit redouté même des dieux célestes, un fruit destructeur, un fruit capable de tout réduire en cendres. Le monde ne connaît qu'un seul fruit du démon digne d'une telle réputation, le Ito no Mi, modèle Nika, le fruit désormais entre les mains de Luffy, le guerrier libérateur. Mais qu'en est-il du deuxième fruit? Cette question nous ramène à Elbaf, à Loki, ce prince énigmatique. Il parle souvent de destruction, de brûler ce monde qu'il considère pourri. Il prétend être enchaîné, lié par du granit marin. Et aujourd'hui, la vérité émerge lentement à la surface. Loki est bel et bien un utilisateur de fruits du démon. Mais quel fruit a-t-il consommé? Un nom circule, à peine murmuré parmi le peuple d'Elbaf. Une légende interdite, une histoire d'apocalypse, une histoire de Ragnarok. Se pourrait-il que le fruit mangé par Loki soit celui de Surtr, le brûleur de monde, ou plus fou encore, que le fruit porte lui-même le nom de Ragnarok? Une puissance maudite qui n'apparaît qu'une fois à chaque ère de destruction? Et imaginez,
quand les chaînes de granit marin seront enfin brisées, quand Loki, jusque-là scellé, sera libéré par Luffy. Ce jour-là, le monde verra la véritable incarnation du cauchemar de Rox d'Xebec. Un pouvoir interdit, enfoui au cœur d'Elbaf. Une force capable de réduire en cendres les cieux de Marijoa. Et ce jour pourrait être plus proche qu'on ne le pense. Voilà pour les spoilers et théories du chapitre 1156. On se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo.